Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Champagne. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de ma vision du monde sur un sujet très précis et assez clivant, le travail. Si vous avez déjà écouté le tout premier épisode qui parlait d'indépendance, je caresse ce sujet en parlant notamment de mon désir de devenir testeuse de matelas, je vous invite à l'écouter. Et aujourd'hui, je vais creuser un peu plus le sujet pour vous montrer pourquoi je pense que ma vision du travail est assez originale et pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous. Champagne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait grandement débat, en tout cas au moins dans mon cerveau, le travail. J'ai grandi dans un environnement familial qui n'avait pas pour valeur centrale le travail. Et je prends conscience qu'en fait c'est finalement assez rare, en tout cas dans les personnes que je côtoie aujourd'hui, que la valeur travail ne soit pas mise quelque part sur un piédestal. Ça fait longtemps que je sais que je ne fais pas les choses parce que je dois les faire. De manière générale, l'obligation n'est absolument pas un moteur pour moi. Moi, ce qui me motive, c'est plutôt l'envie, la curiosité, le jeu. Je suis une passionnée de jeu, je suis une passionnée de découverte, je ne suis pas une passionnée de labeur et de travail. Et pourtant, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez qu'aujourd'hui, je suis ingénieure. J'ai donc fait 5 ans d'études après le bac pour avoir un diplôme et pour pouvoir exercer le métier d'ingénieur, que j'exerce toujours depuis plus de 12 ans. On va repasser le sujet par ordre chronologique peut-être. Quand j'étais à l'école, je n'aimais pas spécialement faire mes devoirs. J'essayais de les faire le plus vite possible et le moins mal possible. Avec les années, cette notion de devoir s'est un peu complexifiée, mais même au lycée, je me souviens, j'éprouvais assez peu de plaisir à faire mes devoirs chez moi le soir. Quand on avait des DM de maths ou de physique en terminale, alors que j'adorais les profs de cette matière, je me rendais compte que le DM, je le faisais plus pour eux que pour moi. Je recherchais vraiment leur approbation à travers mon travail. Je pense que ça marque vraiment le fait que ce n'est pas le travail qui me motive, c'est tout ce qui vient autour. Ensuite, je suis entrée en prépa, où là j'ai dû travailler pour travailler, en faisant des gros horaires, en éprouvant vraiment de la difficulté à travailler pour travailler sans vraiment savoir pourquoi, même si je savais qu'on allait apprendre à apprendre et que c'était nécessaire dans notre vie de grande personne de savoir faire ça, c'était trop théorique pour moi, c'était trop blabla. Je voyais pas de résultat réel sortir de ce travail-là. Donc j'ai fait mon année de prépa et puis ensuite j'ai changé d'école, je suis entrée dans une école d'ingénieur en 5 ans. Là les horaires étaient un peu moins énormes certes, mais je n'ai toujours pas eu l'amour du travail. La curiosité, oui, c'est sûr. Déjà au lycée, j'adorais la physique, ça s'est amplifié derrière. Donc travailler sur des sujets pour comprendre les choses, c'était passionnant. Mais faire les exercices d'application, où on me demande de recracher la formule du cours dans un contexte particulier pour trouver le bon résultat, ça ne m'amusait absolument pas. Heureusement, avec les études supérieures, on découvre les partiels, ou l'équivalent des partiels, qui sont justement pas uniquement des exercices d'application, mais vraiment trouver la réponse à un problème. Et ça, c'était cool. Autant je détestais les devoirs à la maison, même dans mes études, autant j'aimais beaucoup plancher sur un partiel. Parce que justement, on me demandait non pas de recracher une formule, mais de trouver le bon enchaînement, la bonne déduction logique pour d'un point A arriver à un point B en passant par tout un tas de villages entre les deux. Je me suis donc rendu compte assez rapidement que je n'aimais pas travailler au sens scolaire, et pourtant, j'avais vraiment ce plaisir d'apprendre, mais cette difficulté à travailler dans le sens labeur. Ce qui fait qu'au final, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui avait très peu de résilience. Quand on me mettait dans une situation difficile et que je ne voyais que la souffrance, je ne voyais pas comment sortir de cet endroit-là. Et c'était quelque chose d'assez terrorisant pour moi. Par contre, depuis ma plus jeune enfance, j'ai pratiqué un sport à relativement haute dose. J'en ai fait pendant 12 ans, jusqu'à probablement 8 heures par semaine d'entraînement intensif. Pour moi, ceci n'a jamais été un travail au sens labeur. Je me suis toujours éclatée à m'entraîner pour ce sport, à passer du temps avec mes camarades qui pratiquaient aussi ce sport, à progresser, à nous voir progresser collectivement. Forcément, quand on s'entraîne, il y a des hauts et des bas. Mais
je n'ai jamais considéré ça comme du travail, alors qu'à posteriori, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai passé un nombre d'heures énorme à m'entraîner, et que, aujourd'hui, j'aurais peur de me lancer dans une activité comme ça. Mais pour moi, c'était ludique, c'était un moment agréable, convivial, et j'ai adoré ça. Est-ce que vous appelleriez le fait de faire du sport à assez haut niveau un travail ? Quelle est la différence entre le sport que je pratiquais quand j'étais jeune et le travail tel que je le fais aujourd'hui ? Je peux dire ce que c'est ce sport en fait, hein. Ça sert à rien que je le cache. Non, parce que bon, c'est la GRS, la gymnastique rythmique. Et je vous dis ça parce que souvent les jeunes, quand ils sont étudiants ou lycéens, profitent de leur week-end ou de leurs vacances pour travailler, pour mettre quelques sous de côté. Je venais d'une famille plutôt modeste, et il se trouve que je n'ai jamais été encouragée à faire du travail, en tout cas du travail rémunéré, sur mon temps libre. J'ai eu la chance, pour mes études supérieures, de profiter d'une bourse de l'État, à hauteur de, si je ne me trompe pas, 350 € par mois, ce qui permet de survivre quand on est étudiant. Donc, je n'ai pas vraiment pratiqué le petit boulot. Par contre, quand j'étais en terminale, j'étais professeur de GRS dans mon club, bénévole, et pour moi, encore une fois, ce n'était pas du travail. À la fin de l'année, j'ai eu une petite enveloppe avec quelques sous, vraiment histoire de dire merci. Quand on m'a donné cet argent, j'ai pas compris. Il m'a vraiment fallu quelques minutes pour dire « Ah, en fait, on me paye pour le travail que j'ai fait ?» Je ne comprenais pas que c'était travailler ce truc-là, tellement j'aimais faire ça. Plusieurs années plus tard, lorsque j'étais étudiante, j'ai participé à plusieurs associations et j'ai aussi été impliquée dans le bureau d'une association. J'ai été secrétaire pendant un an, puis présidente pendant un an de cette association. C'était pas une grosse association, certes, mais il y avait quand même pas mal d'activités à faire, à gérer. Et ça peut quelque part ressembler à du travail. Encore une fois, on n'était pas rémunéré, mais gérer une manifestation dans un événement qui accueille plusieurs milliers de personnes, finalement, c'est du travail. Devoir gérer les plannings pour que tout s'enchaîne, que chaque membre de l'équipe qui participe ait son timing, le travail qu'il doit faire, les horaires auxquels il doit être là, s'il doit apporter des accessoires, etc. C'est du travail. Et pourtant, de la même manière, j'apprenais en faisant ça. Je découvrais ce que c'était organiser une équipe, ce que c'était insuffler de l'énergie. C'était mes grands débuts. J'ai passé des heures à préparer ces événements, alors que si on m'avait dit que c'était du travail, par défaut je l'aurais rejeté. Alors que là, je savais que j'apprenais, je passais du temps avec des personnes qui m'étaient chères, et pour moi, je ne voyais vraiment pas ça comme du travail. Et puis ensuite, après mes études, il paraît que je suis devenue adulte et que quand on est adulte, il faut travailler pour manger. Alors oui, en effet, à partir de ce moment-là, on est plongé dans le grand bain. J'ai trouvé un travail qui me paraissait intéressant. Je me suis bien épanouie dans ce travail. J'ai rencontré des gens incroyables. C'était chouette. C'était pas oufissime. Je me sentais pas autant investie que quand j'étais prof de GRS. C'était très différent en fait. Le soir à 18h, je me donnais comme règle de partir de mon travail pour profiter de ma vie. À l'époque, c'était un peu une excuse pour partir tôt. Je disais toujours, j'arrive tôt, je pars tôt, j'ai pas envie de passer mes nuits ici pour donner l'impression que je travaille beaucoup. Encore une fois, vous sentez bien que la valeur travail, elle est pas dans mon cerveau quand je dis ça. Hein. Être adulte, c'est là où on se rend compte que petit à petit, on commence à avoir une cohérence dans sa vie. On se rend compte qu'on a plein de centres d'intérêt différents et qu'on doit choisir parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, je pense que ça a été le plus grand drame de ma vie, accepter le fait que je ne peux pas tout faire. Je ne pourrais pas être et championne internationale de GRS et voyager sur la Lune et être DJ la nuit. C'était absolument pas compatible. Donc au final, quand on a un boulot qui est bien, mais pas top, et des loisirs variés, qui nous plaisent, qui nous enthousiasment et sur lesquels on a envie de faire plein de choses, et que malheureusement le temps est limité dans une semaine, il faut gérer ses priorités. Mais un jour je me suis dit, mais ce qu'il faudrait, c'est être en vacances tout le temps, arrêter de travailler pour une entreprise. Forcément, on pense tous à ça. La première fois que cette idée nous vient à l'esprit, ça nous paraît inimaginable. La deuxième fois, toujours inimaginable. La troisième fois, encore inimaginable. Jusqu'au déclic. Si vous n'avez pas écouté mon épisode sur l'océan des possibilités et le fait de se rendre compte que beaucoup plus de choses sont possibles que ce qu'on imagine, je vous invite à aller l'écouter. Le déclencheur chez moi, ça a été un jour de 2017.
on discutait avec mon conjoint des crypto-monnaies. C'était la période où c'était un petit peu à la mode. Je savais pas vraiment ce que c'était. J'avais compris ce qu'était la blockchain, mais je voulais regarder un peu plus en détail parce que j'ai quand même une formation en informatique et je me suis dit, ça vaut le coup de regarder comment ça fonctionne, pourquoi c'est intéressant et surtout à quoi ça sert. Et ce jour-là, j'ai découvert, alors j'en profite, je vais lui faire un peu de pub, j'ai découvert les vidéos YouTube de François Denis, alias Richa 30 ans, qui parlait beaucoup de crypto-monnaies et qui rentrait dans le détail de qu'est-ce que le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin. C'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et puis le fait est que lui, son sujet, c'est pas tant le Bitcoin, c'est plutôt l'investissement. Et en écoutant quelques-unes de ses vidéos, il racontait que lui, il investissait dans les crypto-monnaies et dans l'immobilier. Et il expliquait qu'on pouvait gagner sa vie en louant des appartements. Moi qui ai toujours été une passionnée d'appartements, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je suis arrivée à Paris, j'ai passé les 2 meilleures semaines de ma vie à visiter des appartes à longueur de journée, les meilleurs comme les moins bons, mais je me suis régalée à faire ça. Et bien là, ce monsieur était en train de me dire que, en allant visiter des appartements toute la journée, j'allais pouvoir gagner de l'argent. Évidemment, c'est un poil plus complexe que ça. Et quand ce monsieur a expliqué ça à cette enfant naïve que j'étais alors, qui pensait qu'il était impossible d'arrêter de travailler et de faire ce qu'on aime uniquement à 100%, là ça m'a fait un choc. Au début j'ai rigolé en faisant « Ah c'est intéressant comme idée, lol, pas pour moi !» Et puis le sujet te revient dans la tête. 3 jours après, 3 semaines après, 3 mois après. Et puis un jour je me suis dit « Non mais il faut que je creuse, il faut quand même que je sache pourquoi, comment, est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que ce mec il se fout de ma gueule ou pas ?» J'ai siphonné Internet. Pendant 2 ans, j'ai regardé tous les contenus possibles et imaginables, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des podcasts, que ce soit des bouquins. J'ai tout mangé sur l'investissement immobilier. J'ai réalisé que c'était possible. J'avais pas du tout décidé de le faire, mais je me suis rendu compte que si on voulait arrêter de travailler, c'était possible. Évidemment, c'est la vision marketing. Parce que gérer 150 appartements, ça prend du temps et de l'énergie, on est bien d'accord. Allez, je tente le tout pour le tout, et je me lance corps et âme dans ce nouveau projet. Ça faisait longtemps que j'avais des petits projets à côté de mon travail, comme on dit, mes projets sur mon temps libre, avoir des blogs, j'en ai eu 50 000, ouvrir une boutique de t-shirts, j'en ai pas eu 50 000, j'en ai eu qu'une, mais elle existe encore, si vous êtes curieux. Ce déclic-là a été hyper intéressant pour mon propre développement. C'est-à-dire que je me suis payé une formation dans l'immobilier. J'ai appliqué cette formation dans l'immobilier. J'ai lancé mon premier projet immobilier. J'ai parcouru le chemin. J'ai souffert pendant le chemin. Mais je savais où j'allais et pourquoi j'y allais. Et que, à chaque fois que c'était difficile, et Dieu sait qu'il y en a eu souvent des moments difficiles, je me suis dit, en fait, si là, aujourd'hui, je galère alors que j'ai passé une semaine de 50 heures au boulot parce qu'en ce moment c'est la guerre, que ce week-end il faut que j'aille faire moi-même mes travaux dans mes apparts parce que j'ai des emmerdes, et que je vais faire 4 heures de route, et que mon copain je ne l'ai pas vu depuis des semaines parce qu'au final on ne fait que se croiser à la maison parce que je n'ai pas le temps de faire autre chose, dans tous ces moments vraiment difficiles, je me disais, mais si là je ne persévère pas, il n'y aura jamais de moment où je pourrai arrêter de travailler pour mon employeur. Et c'est quand même dingue de se dire que la plus grosse feignasse de l'humanité, c'est moi, et que, afin de pouvoir feignasser à mon plus grand plaisir, je suis en train de bosser comme une malade. Et au final, sur ce projet, je sais pas si je vous en parlerai plus en détail ou pas, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, j'ai appris énormément. Principalement sur la persévérance. Je pensais que j'étais incapable de persévérance, et de volonté, et d'effort. Eh bien, je me suis prouvé que si, qu'on se mente pas, j'ai douillé, mais j'y suis arrivée. Moi qui ai toujours pensé que j'étais une tire au flanc, que jamais c'était possible de me faire travailler, eh bien là, je me suis rendu compte que, en fait, c'est faux. Tout ce que je me disais depuis toutes ces années que j'étais une feignante, eh bien, c'est faux. Et au final, avec ce projet immobilier, j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas. Déjà, sur la partie investissement, l'investissement financier, je m'étais jamais posé la question, pour moi ce n'était pas du tout pour moi, et j'ai découvert plein de choses intéressantes. Sur l'investissement immobilier évidemment, et puis j'ai découvert qu'il y avait 1 million d'autres investissements possibles. On peut investir
dans les chevaux de course, par exemple. On peut investir dans le vin, on peut investir dans des jeunes sociétés, des startups, par exemple. On peut investir dans 1 million de choses. Une fois qu'on découvre le monde des investisseurs, on se rend compte que dans les investisseurs, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et là, on découvre le monde de l'entrepreneuriat. Et au final, on se rend compte que tous les petits projets qu'on lançait à droite à gauche quand on était plus jeune, en fait, ça avait un sens tout ça. Moi, je ne voyais absolument pas où ça allait. Et pour moi, je faisais ça pour moi et pour me faire plaisir et c'est tout. Et la vision entrepreneur à côté me dit, mais en fait, tu as un talent. Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas découvrir aux autres ? Pourquoi tu ne monnaierais pas ce truc-là ? Je pourrais tout à fait écrire un livre et le vendre. Faudrait-il qu'il soit suffisamment bon pour qu'il se vende bien et que je sois capable d'en faire la com, etc., etc. Il faut prendre des gants quand même par rapport à ce discours-là. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui m'empêche de devenir milliardaire, multimilliardaire, comme l'a fait J.K. Rowling, en écrivant des bouquins. Et puis si ça marche en écrivant des bouquins, pourquoi pas en faisant des accompagnements MBTI, puisque c'est mon sujet passion du moment. Et en fait, c'est ça, se rendre compte que tout ce que j'aime faire pourrait peut-être être monétisé et participer à me payer la vie dont je rêve. Et pour moi, c'est pas travailler ça. C'est ça le truc de fou. Je me suis rendu compte que quand j'étais petite, je voulais tester des matelas pour être payée à dormir. Encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode sur l'indépendance. J'ai pris conscience que si je veux arrêter de travailler, il faut que je fasse des activités rémunératrices ou que j'investisse suffisamment, pendant suffisamment longtemps pour que ça me paye mon train de vie. J'ai un train de vie très simple. J'ai pas besoin de 1200 pour survivre. Je suis très heureuse avec pas grand-chose. Donc j'ai même pas besoin de beaucoup. Et en fait, cette découverte de se dire « Oh, mais faire des activités que j'aime, accompagner des gens vers leur propre réussite, à faire ce qu'ils aiment, c'est quelque chose qui, moi, me remplit complètement. » In fine, faire ce qu'on aime, comme je le dis, c'est quand même du travail, dans le sens où ça nous prend du temps, et de l'énergie, et de l'argent, mais on en retire un grand plaisir. C'est ce grand plaisir qui, moi, va me donner envie de continuer. Aujourd'hui, je fais des très grosses semaines, parce que ce que je fais dans mon temps libre, si on considère que c'est du travail, j'ai finalement très peu de temps de repos. Ce que je fais est passionnant. Je suis fatiguée, mais je suis passionnée. Et mon objectif ultime, aujourd'hui, c'est plus d'arrêter de travailler, c'est de faire ce que j'aime. Mais je sais que faire ce que j'aime, c'est 50 projets en parallèle, 50 sujets en parallèle. Échanger avec des personnes super différentes, qui vont toujours m'apprendre plus demain que ce que je sais aujourd'hui. J'ai évidemment aussi besoin de temps pour moi, de temps pour ma famille, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment comme ça aujourd'hui que je vois ma vie. J'aime avoir des projets pour moi, j'aime avoir des projets avec les gens que j'estime et ou que j'aime. Et pour moi, ma vie, ça doit être ça. Maintenant que je vous ai dit ça, je vais passer à quelques questions que vous pouvez vous poser pour voir si vous avancez dans le sens qui vous intéresse. La première, c'est est-ce que vous savez ce que vous aimez ? Que ce soit intellectuellement ou dans votre corps. Il y a des gens qui adorent faire du sport, donc c'est hyper physique. Il y a des gens qui adorent lire, c'est hyper mental. Et il y a tout un éventail entre ces deux extrêmes. Est-ce que vous savez ce dans quoi vous êtes doué ? Est-ce que vous êtes doué en chant, en dessin, en démonstration mathématique, en communication, en innovation ? Il y a 1 million de possibilités. Est-ce que vous savez vraiment dans quoi vous êtes doué ? Aujourd'hui, est-ce que vous savez dire ce qui vous plaît vraiment dans votre travail ? Est-ce que c'est votre environnement de travail ? Est-ce que c'est les sujets sur lesquels vous travaillez ? Est-ce que c'est votre positionnement hiérarchique ? Est-ce que c'est la manière dont vous interagissez avec vos clients ou avec vos fournisseurs ou avec vos collègues ou avec vos élèves peut-être ? Est-ce que vous avez une place dans votre vie aujourd'hui pour des loisirs ? Travailler, c'est bien. Savoir avoir du temps libre et donc du temps pour soi, et donc du temps pour des loisirs, et potentiellement des loisirs créatifs ou des loisirs rémunérateurs. Si vous n'avez pas aujourd'hui de loisirs dans votre vie, je vous invite à prendre un pas de recul et à faire un point sur quelles sont vos priorités. Est-ce que votre priorité en ce moment, c'est le travail, et donc vous vous donnez à 100% dans le travail ? Peut-être pour vous mettre un peu d'argent de côté et pour pouvoir ensuite lever le pied quand vous aurez des enfants ou si vous voulez partir à l'étranger, etc., etc. Est-ce que vous avez une liste d'envies ? On peut faire une bucket list de tout ce qu'on veut avoir réalisé avant 30 ans, par exemple.
Moi, je trouve ça plutôt intéressant, de voir qu'est-ce qui vous amuserait de faire. Même si c'est hypothétique et vous ne le faites jamais, posez-vous au moins la question de savoir ce qui vous exciterait. Autre question qui peut être intéressante, quel est le métier que vous vouliez faire lorsque vous étiez petit? Ou les métiers que vous vouliez faire? Et pourquoi vous vouliez les faire? Ça peut vous rappeler que, quand vous étiez petit, votre priorité, je ne sais pas si vous vouliez être pompier, c'était pour intervenir dans les situations d'urgence et sauver les gens. Et si aujourd'hui vous êtes prof de maths, il y a peut-être un petit décalage. Certes, les profs de maths aident les gens, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des personnes qui ont envie de travailler avec les animaux pour qui c'est un besoin viscéral et qui ne travaillent absolument pas dans ce domaine-là. J'ai pas envie que ce podcast force plusieurs personnes d'entre vous à poser leur démission demain parce qu'elles se sont rendues compte que elles, en fait, ce qu'elles voulaient, c'était élever des chimpanzés en Amazonie. Je sais pas du tout s'il y a des chimpanzés en Amazonie, mais vous avez compris l'idée. L'objectif, c'est que vous vous rappeliez ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des passions, vous avez des centres d'intérêt qu'on a tendance à oublier dans le train-train de la vie, qu'on a tendance à laisser tomber quand on est fatigué, etc. Et c'est assez facile, en fait, de se mentir à soi-même et de s'éviter quelque part, c'est-à-dire de passer beaucoup de temps à sortir avec des amis, à avoir des occupations, etc., mais qui ne sont pas vraiment des moments où on peut se poser des questions sur soi. Si on les évite, c'est parce qu'on en a peur. Prenez 5 minutes. Encore une fois, je vais vous faire l'exercice des 5 minutes, mais je vous ai posé 6 questions. Prenez 1 minute par question et posez-vous sincèrement cette question. Notez les réponses sur un morceau de papier pour ne pas les oublier, pour les garder quelque part où vous retomberez dessus par hasard dans 10 ans, ou dans 10 mois, ou dans 10 jours. Je vous remercie pour votre écoute, j'enregistre la synthèse et je vous souhaite une très bonne soirée. Synthèse. En synthèse de cet épisode. Le point numéro 1, c'est que je pense que j'ai une vision du travail qui est assez originale. Pour moi, le travail salarié n'est pas quelque chose de central dans ma vie. Ça me permet aujourd'hui de gagner de l'argent et de me nourrir et de me loger, mais c'est tout. J'ai un travail intéressant, je suis heureuse de faire ce que je fais, mais je suis surtout heureuse d'avoir des projets à côté. Et c'est ces projets-là qui me remplissent vraiment à un niveau personnel, qui m'apportent de la joie, qui m'apportent de la fierté, qui m'apportent de l'accomplissement que j'ai pas vraiment aujourd'hui dans mon travail. Je vous ai raconté ensuite que je le sais depuis toujours, que je n'aime pas travailler. J'ai jamais aimé faire mes devoirs. J'ai découvert que dans l'apprentissage, j'ai beaucoup de plaisir, que dans l'expérimentation, j'ai beaucoup de plaisir, qu'il y a énormément de choses autour du travail qui peuvent m'apporter du plaisir. Ensuite, je vous ai parlé de mes petits boulots, les petits boulots que j'ai faits quand j'étais jeune, pour lesquels j'étais rémunérée ou non, et pourtant que j'ai adoré faire. Et je les ai beaucoup plus aimés, même s'ils n'étaient pas rémunérateurs, que si j'avais dû travailler à la caisse d'un supermarché. Et puis ensuite, quand je suis rentrée dans le monde adulte et qu'il a fallu que je travaille vraiment, j'ai travaillé pour manger, je faisais un job intéressant, j'ai clairement pas à me plaindre, il y a des jobs beaucoup plus désagréables, mais ils ne m'apportaient pas les choses dont j'avais besoin. Moi, ce qui m'éclate le plus au travail, clairement, c'est les pauses café avec les collègues. Est-ce qu'on peut dire plus clairement autrement, c'est pas mon travail qui me passionne dans ma vie. Ça ne me comble pas entièrement. Quand j'ai pris conscience qu'il existait des solutions pour arrêter de travailler sans être à la rue, ça a été une découverte incroyable pour moi. Et à partir du moment où, il m'a fallu un certain cheminement quand même, j'ai pris conscience que c'était réellement possible, je me suis dit que j'allais essayer. En ce moment, je suis sur ce chemin d'essayer de quitter mon travail dans quelques années. Grâce à ça, j'ai lancé plusieurs initiatives, plusieurs projets, plus ou moins gros et plus ou moins rémunérateurs, mais sur lesquels je m'éclate. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé possible. Et c'est un peu l'objectif de ce podcast, de vous faire prendre conscience que c'est possible, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Et si je peux vous aider, vous accompagner, vous encourager, ce sera avec un immense plaisir. Se lancer dans ces nouveaux projets a été aussi l'occasion pour moi de me confronter à des personnes avec qui j'aurais jamais imaginé avoir une conversation avant. Est-ce que, il y a 10 ans, tu m'aurais dit « tu vas te passionner pour la fiscalité », j'y aurais cru. Clairement non. Et pourtant, c'est un domaine incroyable. Voilà, j'ai fait mon coming out, c'est pas facile à dire, mais il y a tellement de trucs incroyables à faire là-dedans que c'est vraiment passionnant. Ensuite, j'ai évoqué
quand même, pour nous ramener à la réalité, le fait que avoir des projets personnels, même s'ils sont éclatants, c'est quand même quelque part du travail. Ça fatigue, ça demande du temps, ça prend de l'espace mental. Et enfin, j'ai fini avec quelques questions que je vais vous redonner ici pour que vous puissiez vraiment prendre 1 minute pour réfléchir à chacune. Qu'est-ce que vous aimez vraiment ? Dans quoi est-ce que vous êtes doué ? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail ? Quelle place ont aujourd'hui vos loisirs dans votre vie ? Quelles envies avez-vous ? C'est l'heure d'écrire votre bucket list. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit ? Ou adolescent ? Ou jeune adulte ? Ou hier ? J'espère sincèrement que cet épisode vous aura donné envie de vous poser ces questions. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les 5 dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, champagne-du-bas, point d'exclamation écrit en toutes lettres, puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram, j'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine.